Madame la maire, mes chers collègues, donc suivant en cela plusieurs autres grandes villes françaises, la ville de Paris s'est donc engagée dans la voie de la contractualisation avec l'État. Après avoir entendu beaucoup de bêtises et d'approximations lors de nos débats budgétaires fin 2007, c'est donc une très bonne nouvelle. Cela offre à la fois la lisibilité, de la prévisibilité, mais également la souplesse nécessaire. Mais cela impose aussi des responsabilités de la part de la ville. Et c'est là que le bât blesse. Car la méthode Coué à laquelle nous a habitués la ville risque de se fracasser au mur de la réalité. Il ne suffit pas d'affirmer que la ville mène une politique de maîtrise de l'endettement sans augmenter les taux d'impôts directs locaux pour convaincre. Les Parisiens ne sont pas dupes. La dette, elle a explosé, passant de 3,6 milliards au 1er janvier 2014 à probablement 7,5 milliards en fin de mandature, soit un quasi-doublement. Si certes, les impôts directs locaux n'ont pas augmenté, Monsieur Grégoire, si l'on accepte quand même l'augmentation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, tout le reste a augmenté. Redevances, tarifs des centres de loisirs, des conservatoires, taux des droits de mutation. Ce manque de sincérité prévaut aussi dans la traduction que vous donnez aux indicateurs. Vous vous félicitez de l'augmentation de l'épargne brute. Alors c'est vrai qu'elle avait atteint un plancher inquiétant en 2015, mais vous savez aussi que ce taux est gonflé de manière artificielle grâce à l'intégration des loyers capitalisés, ce qui pèse sur les capacités de financement des investissements, qui représentent aujourd'hui 78% contre 83% sous la précédente mandature. Dès lors se posent deux questions. D'une part, la soutenabilité des dépenses d'investissement, comme l'avait souligné la CRC, qui alertait sur le fait que le faible niveau d'épargne brute était de nature à remettre en question le PIM. Et puis ça pose aussi la question de la soutenabilité d'une telle structure budgétaire en l'absence de réformes en profondeur. Depuis 2014, les dépenses de la ville se sont appuyées sur deux leviers. La dette d'une part, l'immobilier d'autre part. La ville est devenue structurellement immobilio-dépendante, comme le rappelait Éric Azière. Une orientation très contestable sur la forme, mais aussi sur le fond, puisque cette politique se fait aux dépens de la politique d'accessibilité au logement pour le plus grand nombre que vous prétendez mener. Et bien sûr, vous poursuivez votre politique de cession des biens immobiliers de la ville. Certaines se justifient, mais pour d'autres, il aurait été plus efficient de privilégier des baux amphithéotiques plutôt que de brader le patrimoine des Parisiens. Et puis nous avons une autre inquiétude dont la contractualisation devra tenir compte. C'est celle de l'ardoise qui va continuer de se creuser, y compris après 2020. Car au-delà de la trajectoire que vous avez choisi de mener, il y a la succession de décisions de votre part qui auront pour conséquence d'obérer significativement les marges de manœuvre futures de la ville. C'est d'abord les conséquences de la cavalerie budgétaire à laquelle vous vous livrez avec les loyers capitalisés. Grâce à cet artifice comptable, vous comblez le trou budgétaire, certes, mais vous creusez aussi la dette des prochains exercices. Sur la mandature, les loyers capitalisés représenteront 1,1 milliard d'euros, soit l'équivalent d'une année de dépenses d'investissement de la collectivité utilisées pour combler artificiellement le trou budgétaire. Un trou que des décisions hasardeuses seront encore venues creuser, soit à travers la perte de recettes, soit à travers l'augmentation de dépenses non anticipées. Depuis le vote du budget primitif, des erreurs de gestion et des choix contestables sont encore venus alourdir la facture. Sur les marchés publicitaires, après l'annulation des 2 marchés, le montant des pertes de recettes s'élève à plus de 78 millions d'euros et ses conséquences budgétaires s'étalent jusqu'en 2021. Sur Autolib, on s'achemine vers une note à régler de 20 millions par an jusqu'à la fin de la DSP, soit 120 millions au total d'ici 2023. Sur la suppression du marché de Noël et son non-remplacement, qui ont déjà pesé sur 2 exercices budgétaires, soit un total de 1,4 million d'euros de perte de redevances, à quoi s'ajoute la perte sèche de 1 million d'euros de redevances perdues par an pour la Grande Roue à partir de fin 2018, ainsi que le dédommagement dû dans le cadre de la fête à Neuneu. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Bref, au total, on arrive, en ne prenant en compte que des dossiers récents, à une perte de recettes de plus de 260 millions d'euros. Un trou qu'il faudra bien combler, et les artifices comptables utilisés jusqu'ici ne suffiront pas. Alors au-delà de la trajectoire budgétaire que vous avez choisie, absence de réforme de structure et explosion de l'endettement, nous nous alarmons sur les conséquences de la politique de rustine, parfois insincère, ainsi que les erreurs de gestion qui alourdissent chaque jour l'ardoise pour les Parisiens.
Des choix et des erreurs qui ont pour conséquence d'obérer profondément non seulement les marges de manœuvre de la ville pour mener à bien ses politiques aujourd'hui, mais également pour demain. Alors nous voterons le texte, bien sûr, de la contractualisation, non pas comme un blanc-seing donné à la ville, vous l'aurez compris, mais en souhaitant que ce cadre financier incite enfin la ville à opérer les réformes qui s'imposent. Je vous remercie. Merci Madame Gatel. Madame Simonet. Oui, mes chers collègues.